On parle culture avec Chloé Chaudet, qui est en ligne avec nous, qui enseigne la littérature à l'université Clermont-Auvergne, mais c'est pas le sujet de son livre. Assaillie à 35 ans de questions sur une future maternité, quand, quoi, comment, combien, elle a décidé de mettre sur papier, d'accoucher ses raisons de ne pas être mère. J'ai décidé de ne pas être mère. C'est un livre qui paraîtra la semaine prochaine aux éditions de l'Iconoclaste. Chloé Chaudet, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Alors, j'aimerais vous poser la question, qu'est-ce qui vous a décidé à écrire le livre ? Alors, ce qui m'a décidé très concrètement à écrire ce livre, c'est la scène en fait que je narre tout au début de celui-ci. Donc, il y a quelques années, j'ai suivi quelque chose d'assez banal, qui est une initiation au tennis, un sport que je n'avais jamais pratiqué. Bon, et au bout de 2 heures environ, l'une des jeunes femmes qui avait suivi ce cours avec moi m'a demandé, au moment où je rentrais chez moi, si j'avais des enfants. Mais quand je lui ai dit que non, elle m'a questionné. Elle m'a demandé si c'était un choix personnel. Et donc ce jour-là, comme des dizaines de fois auparavant, j'ai pas réussi à répondre, à trouver les mots, et je me suis dit que décidément, en tant qu'universitaire qui a plutôt l'habitude de s'exprimer, femme plutôt bavarde, il était résolument étrange que je n'arrive pas à répondre et que ça traduisait en fait un phénomène sociopolitique qui dépassait ma personne. Et donc c'est suite à ça que j'ai eu envie d'écrire ce livre, alors en le présentant comme un témoignage personnel, mais également afin de faire circuler toute une littérature qui reste un peu cantonnée en fait à la sphère académique, que ce soit en France, en Belgique ou dans d'autres États francophones. Alors, c'est effectivement très riche comme livre parce que vous avez fait beaucoup de recherches, vous avez beaucoup amassé de matière, et je voudrais justement passer un peu au travers de toutes ces pages avec vous, notamment sur ces notions qui ont l'air tellement évidentes et qui en fait ne le sont pas. L'instinct maternel, par exemple. Est-ce que l'instinct maternel existe ? Est-ce qu'on l'a vraiment déjà touché du doigt ? Alors, l'instinct maternel, bon, il y a différentes approches du sujet. Pour vous répondre de manière assez synthétique, je dirais qu'il existe, mais que ce n'est pas un phénomène universel. Et c'est un phénomène qui est en partie construit culturellement. Alors, la plupart des spécialistes de la question s'accordent à dire qu'il existe chez les animaux, que chez les humains, c'est un petit peu plus compliqué, mais qu'en tout cas, ce n'est pas quelque chose de généralisé. Et c'est effectivement aussi cet élément qui m'a poussée à l'écriture de ce livre, parce que c'est vrai que dans le cas des femmes, dans mon cas, donc qui ne veulent pas d'enfants, et c'est quelque chose d'assez sournois, parce qu'on ne sait pas finalement si cet instinct va se déclencher ou pas. Et c'est quelque chose, en fait, qui peut éventuellement pousser à devenir mère et peut amener à quelques déceptions. Là, en ce moment, il y a tout un mouvement qui se développe sur Twitter. Là, j'ai vu ça, c'est apparu le 29 mars autour du hashtag regret maternel, qui est quelque chose qui va un petit peu dans ce sens. Alors bon, c'est pas exactement la même problématique, mais l'idée qu'en fait, on pourrait regretter d'être mère sans pour autant détester ses enfants va également dans le sens d'une contradiction de l'universalité de l'instinct maternel. Oui. Alors, c'est pas quelque chose que j'ai inventé. Non, vous citez d'ailleurs une académique qui dit « on perd la vie en donnant la vie », ce qui est quand même un terme très très dur quand on dit ça. Ouais. On perd sa vie sociale. C'est l'une des... Alors, pas seulement sociale, en fait, c'est l'une des femmes qui a été interrogée par Orna Donat, qui est une sociologue israélienne qui a réalisé, donc, il y a quelques années, une enquête justement sur le regret maternel. Donc, son livre, Le regret d'être mère, a été traduit en français assez récemment, en fait, 2019, si je me souviens bien, peut-être un petit peu plus tôt, 2019. Et donc, si vous voulez, elle interroge une vingtaine de femmes. Elle a choisi de faire une enquête qualitative en creusant vraiment leurs réponses, leurs raisons, leurs motivations. Et alors en fait, cette formule, je l'ai trouvée frappante et je la cite aussi dans mon livre. Donc l'idée de perdre la vie en donnant la vie. Alors ça renvoie certes à l'idée de perdre une vie sociale, comme vous le disiez, mais pas seulement en fait. Dans le livre de Donat, c'est plutôt la constatation que finalement, en étant mère, on ne se sent pas aussi épanoui que ce que semblait promettre cet idéal d'un accomplissement féminin qui passerait par la maternité. Et ce que j'ai trouvé intéressant dans cette enquête, c'est que ces femmes aiment leurs enfants, l'expliquent et distinguent vraiment, dissocient vraiment la déception qu'elles éprouvent à endosser le rôle de mère et l'amour qu'elles éprouvent pour leurs enfants. Donc ça m'a semblé faire bouger certaines lignes. Oui, je vais revenir sur certaines notions habituelles. On parle aussi de l'horloge biologique.
là aussi, est-ce qu'elle existe? Est-ce qu'elle n'existe pas, cette fameuse horloge biologique qui pousse certaines femmes à partir d'un certain âge, dit il faut absolument que je fasse un enfant maintenant? Oui, alors oui, effectivement, je vais vous faire une réponse qui est un petit peu semblable à la précédente. Alors, dans le livre, j'emploie une formule un petit peu provocatrice. Je dis que, pour ma part, je n'ai jamais entendu de tic-tac provenant de mes entrailles. Au moment où j'explique que je dialogue à l'âge de 18 ans avec une amie qui m'annonce qu'elle est absolument certaine que des enfants feront partie de sa vie, que c'est une certitude vraiment qu'elle ressent dans ses tripes, quoi. Et alors, c'est quelque chose que, pour ma part, je n'ai jamais ressenti. Donc, ce qui souligne en tout cas, alors je ne suis pas la seule, bien sûr, mais ce qui souligne en tout cas que c'est quelque chose qui n'est pas universel, là encore. Oui, et qu'il y a quand même beaucoup de femmes aussi. Il y a Chloé Chaudet, il y a beaucoup de femmes qui n'ont pas d'enfants. Vous citez des chiffres. Voilà, vous n'êtes pas la seule quand même. Il y en a beaucoup. Exactement. Oui. Exactement. Alors oui, en Belgique, un petit peu plus qu'en France, par ailleurs. Oui, en France, on estime le chiffre à 4,5%, donc un peu plus d'1 million, si on fait un produit en croix. Alors le taux de fécondité est un petit peu plus bas encore en Belgique qu'en France, mais effectivement, voilà, simplement, je ne prétends pas parler, si vous voulez, au nom des femmes qui n'ont pas d'enfants. Peut-être qu'elles ont pu à un moment ressentir quelque chose de l'ordre de l'instinct, soit de l'instinct maternel, ou éventuellement d'une sorte d'annonce d'un instinct maternel, ou cette fameuse horloge biologique. Mais c'est vrai que chez certaines femmes, comme le montrent les études sociologiques, ça ne s'est jamais déclenché. Tout à fait. Alors il y a aussi un élément important, c'est que c'est souvent des femmes qui vous font la remarque, pourquoi tu ne veux pas d'enfant? Et les hommes n'ont pas l'air de porter beaucoup d'attention à cela. Comment vous expliquez cela? Oui, alors tout à fait. Et là encore, mon cas n'est pas du tout une généralité. Ça rejoint ce qu'on lit dans les enquêtes, études sociologiques sur le sujet. Ce sont très souvent les femmes, alors qui ont en partie en fait intériorisé des injonctions qui sont construites dès le plus jeune âge. C'est aussi la raison pour laquelle je parle notamment de certaines injonctions à jouer avec des poupées dans la cour de récré quand on veut se faire des amis. Donc c'est quelque chose qui est absolument banal, mais qui est loin d'être encore déconstruit partout. Ni la Belgique ni la France ne suivent le modèle de certaines crèches suédoises, dont on parle souvent, qui œuvrent un petit peu à nuancer certaines assignations. Donc les garçons au sport et les filles à la poupée. Donc c'est pas forcément quelque chose qui est spécialement agressif ou qui est conscient quand ces femmes, souvent ces jeunes femmes me questionnent, mais ça rejoint en fait l'idée que on ne pourrait finalement pas être une femme heureuse, une femme accomplie, sans que son quotidien soit peuplé d'enfants à un moment ou à un autre. Et ça, c'est quelque chose qui me semble moins marqué chez les hommes. Alors, il y a plein de raisons à cela, mais il y a notamment l'idée que l'urgence est moins concentrée sur quelques années, que les hommes ont biologiquement un peu plus le temps que les femmes pour créer. Et puis, un événement qui est davantage, un phénomène qui est davantage social, c'est que la charge maternelle, la charge parentale pèse avant tout sur les épaules des femmes, en particulier en France, où il suffit de consulter l'Observatoire des inégalités pour voir que même si une nouvelle génération de jeunes hommes très engagés, très féministes arrive là actuellement, c'est vrai que plus d'une fois sur deux, quand il s'agit d'aller chercher un enfant quand il est malade, d'habiller un enfant, de faire ses devoirs avec un enfant, donc plus d'une fois sur deux en France, c'est la mère qui s'en occupe. Donc il y a aussi cette association quasiment automatique de la charge parentale à la figure de la mère, qui explique le fait que ces questions ont été surtout formulées par des femmes. C'est le même cas en Belgique. Je vous propose d'écouter un témoignage qu'on avait diffusé dans l'émission Autrement, c'était le 23 juin dernier. C'était consacré justement aux femmes qui ne veulent pas d'enfants comme vous. Je ne ressens pas spécialement l'envie d'être maman. Alors j'aime bien les enfants, je suis issue d'une famille nombreuse, donc l'éducation c'est quelque chose que je connais bien et tellement bien que j'avoue aujourd'hui être un petit peu dissuadée. J'ai bien envie de m'occuper de moi. Après je ne dis pas que d'ici 10 ans peut-être que je changerai d'avis, en tout cas c'est ce que les gens adorent me marteler parce que quand on explique aux gens qu'on rencontre, peu importe finalement l'origine économique ou culturelle, c'est toujours mal vu en fait qu'on ne veuille pas spécialement avoir d'enfants, qu'on n'entreprenne pas d'avoir une famille. Alors les arguments qui vont revenir en général c'est parce que tu n'as pas encore rencontré le bon, c'est parce que tu n'es pas amoureuse, tu vas changer d'avis. Eh bien non, pas spécialement. Et les gens ont toujours envie de trouver l'excuse en fait. Pourquoi? C'est parce que tu as des problèmes.
il y a ce désir vraiment de comprendre, mais toujours avec un préjugé derrière. Choisir de ne pas avoir d'enfant, c'est une manière de se réapproprier son corps. Et en tant que femme, je pense que c'est quelque chose de relativement primordial aujourd'hui, que ce soit dans l'espace public, dans notre vie intime, dans la manière dont on entreprend plusieurs choses dans notre quotidien. J'ai un corps qui a beaucoup souffert et la grossesse et le postpartum qu'on a récemment découvert grâce à un hashtag, eh bien, c'est quand même des choses assez douloureuses et je pense qu'on pourrait comprendre qu'on n'ait pas spécialement envie de vivre ça. Si une femme a envie d'avoir une famille nombreuse, libre à elle, mais à partir du moment où une femme ne désire pas d'enfant, libre à elle également. Voilà, je crois que vous pouvez vous reconnaître tout à fait dans ce témoignage. Tout à fait, du début à la fin. Oui. Alors, souvent, on pose la question, est-ce que c'est par égoïsme qu'on ne veut pas d'enfants? Parce qu'on ne veut pas d'enfants dans ce monde si compliqué, avec les urgences climatiques, un monde qui va si mal, ou bien simplement parce qu'on n'aime pas les enfants? Oui, alors ça, ce sont deux grands préjugés qui reviennent sans cesse. Le soupçon d'égoïsme, d'une part. Alors, moi, c'est vrai que je suis enseignante, donc je peux répondre assez facilement à ce soupçon, puisque moi, j'adore transmettre. J'adore transmettre simplement en dehors de ce qui relève du foyer. Donc, bon, c'est pas toujours une réponse qui est acceptée, mais au moins, j'ai de quoi répondre. Oui, sur la question de l'amour des enfants. Alors là encore, c'est quelque chose, c'est toujours une rationalisation un peu négative. Il faut trouver une explication négative. Alors bon, moi, ce que je réponds généralement, comme d'autres de mes semblables, c'est que oui, je n'ai pas de détestation, je n'éprouve pas de détestation primaire des enfants. Et comme je le dis dans mon livre, je ne peux pas non plus affirmer que j'aime les enfants en général, mais aussi peu que je peux affirmer que j'aime les êtres humains en général. J'apprécie beaucoup certains enfants, d'ailleurs certains parents également, en fonction de leur personnalité et de leur gentillesse. Mais je pense qu'il faut vraiment lutter contre le préjugé selon lequel les femmes qui ne veulent pas d'enfants détestent absolument les enfants. C'est faux et d'ailleurs beaucoup d'enseignantes aussi qui m'ont souvent dit que elles passaient tellement leur journée à s'occuper d'enfants qu'elles n'avaient pas le besoin d'une transmission supplémentaire, mais qu'elles adoraient, elles appréciaient par ailleurs les enfants. Tout à fait. Alors dans votre livre, il y a quelque chose qui m'a vraiment sauté aux yeux, qui m'a intéressé, c'est cette inégalité homme-femme au moment du recrutement. Dans votre cas, vous, comme vous ne voulez pas d'enfants, vous n'allez pas tomber enceinte. Or, en général, au moment du recrutement, on pense que la femme qui est devant soi, qui a 35 ans, elle risque de tomber enceinte un jour. Donc vous dites là, vraiment, c'est vraiment une inégalité dont vous souffrez. Oui, tout à fait. Alors ça, c'est quelque chose dont je souffre, dont j'ai eu la chance de ne pas souffrir de manière explicite, en fait, mais c'est au moment où j'ai été embauchée à l'université, donc en France, c'est à peu près à l'âge de 33-34 ans qu'on a son premier poste, et ce qui correspond exactement à l'âge où on se met à avoir des enfants, globalement. Et c'est vrai que je me suis rendu compte que c'était assez systématiquement quand une jeune collègue âgée, je sais pas, entre 27, 28 ans et 35 ans se présentait à un poste, c'était un soupçon qui circulait de manière plus ou moins avouée. Alors chez les hommes comme chez les femmes, là en l'occurrence, il y a une forme d'inégalité des préjugés et selon lequel en fait une sorte de risque, une menace d'une grossesse contribuerait à ce que cette femme soit moins performante au travail. Alors, bon, d'une part, c'est faux, puisqu'on peut tout à fait mener une vie de femme, de mère accomplie tout en réussissant sa carrière professionnelle, même s'il y a encore de nombreuses inégalités, bien sûr, mais je pense que c'est aussi un cliché de considérer qu'une femme sera forcément moins performante si elle n'a pas d'enfant. Et ça, c'est effectivement quelque chose que les jeunes hommes ont moins à subir. Alors là encore, en se fondant sur des chiffres, des enquêtes sociologiques des plus récentes, j'ai pu constater que effectivement, dans la plupart des cas, quand un jeune trentenaire, homme, expliquait qu'il était père au moment d'un entretien d'embauche, ça avait plutôt tendance justement à... C'est un élément positif. Voilà, un élément plutôt positif, avec l'idée que ce jeune homme est plus responsable et qui du coup sera apte peut-être... Chloé Chaudet, je suis désolé, on doit écourter notre entretien très intéressant, donc il suffit de aller lire la suite dans « J'ai décidé de ne pas être mère » qui sort la semaine prochaine.